Dans de nombreux cas, l'un des premiers signes qu'une personne a disparu, c'est lorsqu'elle cesse de répondre aux SMS. Mais le dernier message qu'ils ont envoyé pourrait fournir des indices essentiels sur leur disparition, ou ne faire qu'accentuer le mystère. Numéro 10. Shiva Chauhan n'a pas été vu ni entendu depuis la nuit du 1er mai 2014. Malgré la découverte de quelques indices lors de l'enquête, aucune trace de lui n'a été retrouvée et la piste criminelle est envisagée dans son affaire. Shiva avait 27 ans et était un ressortissant indien vivant en Australie au moment de sa disparition. Il avait déménagé dans le pays il y a 4 ans pour étudier, laissant sa famille au Pendjab, en Inde. Il gardait le contact avec eux, appelait régulièrement et il était très rare qu'il reste longtemps sans parler à ses frères, sœurs ou parents. Shiva était également fiancé à une femme australienne d'origine afghane. La relation paraissait solide, sans raison apparente à sa disparition. La dernière fois qu'on l'a vu ou eu de ses nouvelles remonte à la nuit du 1er mai. Il faisait des livraisons pour la boulangerie d'un ami, ce qui l'amenait à parcourir la région de Melbourne en fourgonnette toute la nuit. Il a envoyé un SMS à son patron vers 23h30. Le contenu du message n'a jamais été rendu public, mais il ne semblait pas susciter d'inquiétude. Environ 1 heure plus tard, Shiva a été aperçu dans une boulangerie sur South Park Road, à Dandenong South. C'était la dernière fois qu'on l'a vu. Le lendemain, son patron a constaté qu'il n'avait pas fait la plupart des livraisons. Des amis ont aussi constaté que Shiva avait manqué un rendez-vous prévu plus tard dans l'après-midi. C'était inhabituel de sa part et Shiva a été signalé disparu aux autorités. La camionnette a vite été retrouvée, garée sur Hutton Road à Kisborog cet après-midi-là. C'était à seulement 15 minutes de l'endroit où Shiva avait été vu pour la dernière fois. Son portefeuille et ses papiers d'identité étaient restés dans le véhicule. La camionnette était garée là depuis au moins 5h30 du matin, bien qu'un témoin potentiel ait affirmé l'avoir vu à 3h30. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun signe de lutte. Cela laissait penser que Shiva était parti volontairement. Si une intervention criminelle était en cause, Shiva avait sans doute été emmené par quelqu'un qu'il connaissait. Des années après le début de l'enquête, la police a reçu un tuyau selon lequel Shiva avait été emmené à Phillip Island. Une Toyota Camry volée aurait servi lors de l'enlèvement. De nombreuses recherches ont été menées sur Phillip Island sans trouver Shiva ni d'indices sur ce qui s'était passé. La voiture n'a jamais été retrouvée non plus. Les premiers rapports indiquaient que certains amis de Shiva étaient considérés comme des personnes intéressant l'enquête, bien qu'aucune raison n'ait jamais été donnée. Plus de 10 ans plus tard, il y a eu peu de nouvelles récentes dans l'affaire et sa famille espère toujours trouver des réponses et ramener Shiva à la maison. Shiva est décrit comme mesurant environ 177 cm avec un teint foncé, une silhouette mince et des cheveux noirs et raides. La voiture signalée dans le témoignage était une Toyota Camry Bordeaux de 2006 avec l'immatriculation ULO 972. Numéro 9. En mai 2008, Elena Zagarova a disparu dans des circonstances mystérieuses. Plus de 18 ans après, sa famille et ses amis ignorent toujours ce qui lui est arrivé. Elena était une femme née en Lettonie qui vivait en Angleterre depuis 17 ans au moment de sa disparition. Elle habitait Tottenham à Londres, entourée de nombreux amis proches. Elle avait aussi un petit ami et il ne semblait rien y avoir d'inhabituel dans leur relation. Elena rencontrait des difficultés. Sans emploi pour des raisons de santé mentale, elle était en voie de rétablissement. Selon une amie, elle était retournée au travail début mai, mais cela avait un impact négatif sur sa santé mentale. Le 21 mai, la veille de sa disparition, elle s'est rendue à un rendez-vous médical avec son compagnon. Dans une lettre ouverte, publiée en ligne par une amie, il était précisé que le rendez-vous n'avait pas eu d'issue satisfaisante. Le lendemain, Elena avait diverses courses à faire. Ce matin-là, elle est allée dans le centre de Londres récupérer son passeport. Elle a aussi écrit à son partenaire « Tout va bien chérie, reste à l'affût des nouveautés, je t'aime, à ». C'était le dernier message qu'elle lui enverrait, mais ce n'était pas le dernier contact qu'elle aurait avec ses proches. En arrivant au bureau, Elena a appris que son passeport n'était pas prêt. Elle devrait revenir dans 3 heures. Elle a quitté le bureau et a passé du temps à se promener dans Hyde Park et à parler au téléphone avec un ami qui habitait à proximité. L'ami l'a invitée à dîner. Elena a dit qu'elle y réfléchirait mais n'a pris aucun engagement. Le lendemain matin, le petit ami d'Elena a contacté ses amis. Elle n'avait répondu à aucun de ses appels ni messages depuis la matinée du 22 mai et il voulait s'assurer qu'elle allait bien. Ses amis ont dit qu'elle n'était pas rentrée et que personne ne savait où elle était.
Un peu plus tard, ils ont annoncé que la police était à l'appartement d'Elena. Elena a été déclarée disparue le même jour. La police a retracé ses déplacements quelques heures après son appel à Hyde Park. Elle a pris le métro jusqu'à la station Highgate, en partant vers 13h30. Les données de son téléphone ont montré que la dernière fois qu'elle avait consulté l'appareil était vers 16h30. À ce moment, elle était près du cabinet de son médecin et d'un jardin partagé avec ses colocataires. À partir de là, on a perdu sa trace. Elena n'est jamais revenue dans le centre de Londres chercher son passeport et n'a plus recontacté ses amis. Une enquête policière sur sa disparition a commencé, mais aucun autre indice n'a été découvert. Quelques semaines plus tard, un possible signalement s'est avéré ne pas concerner la femme disparue. 18 ans après, son dossier reste ouvert. Elle avait 38 ans au moment de sa disparition et a été décrite comme mesurant 1,65 m avec des cheveux blonds mi-longs. Toute personne ayant des informations sur cette affaire peut contacter l'association Missing People au 116 000. Numéro 8. Pas un jour ne passait sans qu'Ashley Williams soit en contact avec son père. Lorsque cela s'est produit pour la première fois, en août 2025, ses parents ont tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Malheureusement, une visite de contrôle de la police a soulevé plus de questions que de réponses. Ashley avait 28 ans et vivait à Los Angeles au moment de sa disparition. Elle est née et a grandi en Ohio avec sa famille. En 2022, le nouveau travail de son père a conduit la famille à déménager en Géorgie. Ashley ne les a pas rejoints et a déménagé à Los Angeles. Malgré la distance, Ashley a fait des efforts pour rester en contact avec sa famille. Elle parlait avec son père tous les jours. Autant que l'on sache, elle les tenait au courant de sa nouvelle vie. Elle travaillait dans la vente et tressait aussi les cheveux comme activité complémentaire, mais Ashley rêvait d'être enseignante. Elle apprenait le mandarin et voulait enseigner l'anglais langue seconde. Le 29 août, Ashley a envoyé un message à son père pour lui demander de lui envoyer de l'argent. Il a envoyé l'argent, mais pour une raison inconnue, Ashley ne l'a jamais accepté. Le lendemain, toujours sans nouvelles d'elle ni acceptation de l'argent, ses parents n'arrivaient plus à la joindre et ont contacté la police de Los Angeles pour demander à la police de vérifier qu'elle allait bien. La dernière information qu'ils avaient, c'est qu'Ashley séjournait dans une chambre d'une maison située au niveau du numéro 3800 de Crawford Street. Les occupants ont indiqué à la police qu'elle avait quitté la résidence depuis juillet. Après avoir entendu cela, les parents d'Ashley ont su que quelque chose n'allait vraiment pas et ont traversé le pays en avion pour essayer de retrouver leur fille. Ils ont engagé un détective privé pour résoudre le mystère. Il a été confirmé qu'Ashley n'était pas allée à la maison de la rue Crawford depuis des mois. S'ils ont réussi à découvrir la raison, cela n'a pas été rendu public. Ils ont découvert sur le téléphone d'Ashley un journal d'appel montrant qu'elle avait contacté Midnight Mission, un refuge pour sans-abri au centre-ville de Los Angeles. Les parents et l'enquêteur privé se sont rendus au refuge dans l'espoir de retrouver Ashley. Il n'y avait aucune trace d'elle là-bas, bien qu'il ne soit pas clair si Ashley n'a jamais visité le refuge ou si elle était simplement partie avant l'arrivée de ses parents. La famille veillait à ce que leurs enfants sachent qu'ils seraient aidés financièrement en cas de problème. Son père lui avait envoyé de l'argent sans problème et en aurait fait plus s'il avait su la gravité de la situation d'Ashley. Depuis les premiers appels à témoins, il y a eu peu de mises à jour dans cette affaire, et Ashley reste portée disparue. Elle est décrite comme une femme noire aux cheveux noirs et aux yeux marrons, mesurant 1,68 m et pesant environ 68 kg. Elle est également connue sous le nom de Pamela Yasmina Martinez Hale. Toute personne ayant des informations sur cette affaire peut contacter l'unité des personnes disparues du département de police de Los Angeles au 2 1399 618 00 numéro 7. Le 9 août 2024, la famille de Chris Leguizamo a reçu un message texte disant qu'elle était bien arrivée au Mexique. C'était leur dernier contact avec elle. Sa localisation reste inconnue. Chris, maire de 51 ans de Des Moines, Iowa, était arrivé au Mexique peu avant sa disparition. Selon sa famille, ils ont souvent voyagé entre le Mexique et leur pays. Les autorités américaines ont émis un avis de voyage pour la région du Mexique visitée par Chris, mais sa famille pense qu'elle n'en était pas informée. Aucun ne s'attendait à ce que ce dernier voyage vers le sud diffère des précédents. Cette fois, le voyage avait pour but d'aider un membre de la famille. Par gentillesse, elle avait accepté d'aider son ancien beau-frère à déménager des meubles. Elle a chargé une camionnette avec ses affaires à Des Moines et a traversé la frontière pour terminer le travail. Chris devait rentrer aux États-Unis le 10 août après un voyage censé être rapide. Il n'a pas fallu longtemps à sa famille pour se rendre compte qu'elle avait disparu. Son fils l'a signalée comme personne disparue aux autorités américaines le jour où elle était censée rentrer aux États-Unis.
Le dernier point confirmé de la chronologie était à 11h00, la veille, lorsqu'elle traversait le pont international d'Hidalgo. Et l'endroit où elle est allée après cela, ainsi que l'heure exacte à laquelle elle a été vue pour la dernière fois, restent inconnus. Les premiers rapports sur des sites d'information mexicains indiquent qu'elle était considérée comme une personne disparue et que des recherches avaient été lancées, mais aucune trace de Chris n'a pu être trouvée. Ils ont admis qu'un acte criminel restait possible dans cette affaire. Les enlèvements et la violence des gangs existent aussi dans la région où Chris s'est rendu. 1 an auparavant, 4 touristes américains avaient aussi été enlevés par un gang. Dans cette affaire, les hommes disparus ont été retrouvés 1 semaine plus tard, mais 2 étaient déjà décédés. Le fils de Chris a annoncé sa disparition sur les réseaux sociaux, et moins d'1 semaine plus tard, la famille semblait avoir la confirmation qu'il s'agissait d'un enlèvement. Ils ont reçu des messages leur réclamant de l'argent pour le retour sain et sauf de Chris. Les messages montrèrent des images d'une femme, mais il était impossible de savoir si c'était vraiment Chris, et il restait invérifiable. Les messages n'ont pas aidé à résoudre le mystère, et Chris reste porté disparu 2 ans plus tard. Selon sa famille, l'ancien beau-frère de Chris ne coopère pas avec les autorités. Sa famille a engagé un détective privé pour aider à élucider le mystère. Malheureusement, environ 6 mois après la disparition de Chris, et malgré des appels à témoins, l'affaire a peu avancé. Chris mesure 1,60 m, pèse 60 et 1 kg, a les cheveux bruns raides et les yeux marrons. Le Centre d'information sur les personnes disparues de l'Iowa a demandé à toute personne l'ayant vu de ne pas intervenir, mais de noter les plaques d'immatriculation et le lieu de l'observation, puis d'en informer les autorités. Toute personne ayant des informations au Mexique peut contacter les autorités via le numéro d'urgence. Le Centre d'information sur les personnes disparues de l'Iowa peut être contacté au 5 157 256 036. Numéro 6. Dans un de ses derniers messages, Tony Shanks a demandé à une amie de retenir le nom de son petit ami au cas où il lui arriverait quelque chose. Peu de temps après, Tony et son petit ami ont tous les deux disparu, laissant leur jeune fille et bien plus de questions que de réponses. Tony était une Australienne de 32 ans qui vivait au Mexique au moment de sa disparition. Elle avait beaucoup voyagé avant de s'installer au Mexique après la naissance de sa fille. Au moment de sa disparition, Tony essayait de rentrer chez elle en Australie. Elle avait réservé des billets pour rentrer avec sa fille en juin, prévu depuis des mois. Il y avait eu quelques retards, surtout à cause des restrictions de voyage liées au Covid-19, mais l'un des plus grands retards venait du petit ami de Tony, Jorge Luis Aguirre Astudillo. Le couple avait une relation difficile, et selon certaines sources, ils n'étaient plus ensemble lors de leur disparition. Mais Astudillo avait finalement accepté d'autoriser sa fille à obtenir la citoyenneté australienne et à laisser Tony l'emmener hors du pays sans lui. Malgré leurs tensions, ils ont choisi de partir une dernière fois en vacances en famille. Début mai, ils sont partis à Cancun. Tony a envoyé des photos à sa famille et à ses amis en Australie, ainsi qu'un message glaçant à une amie. Le message disait « Je sais que ça va sembler bizarre, mais garde son nom, Jorge Luis Aguirre Astudillo. Au cas où il m'arriverait quelque chose, ils pourront remonter jusqu'à lui. Non pas qu'il va arriver quelque chose, mais je veux juste garder ça en réserve. » Le 2 mai, Tony Astudillo et leur enfant ont été vus quittant un hôtel à Cancun et commençant leur voyage de retour vers Mérida. En route, ils ont franchi un contrôle de police sur une route à péage. 8 heures plus tard, à Cancun, la fille du couple a été retrouvée seule devant une église. Des images de la fillette sont apparues sur les réseaux sociaux alors que les autorités tentaient de l'identifier. La famille de Tony s'est manifestée et a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Ni Tani ni Astudillo n'étaient nulle part dans les environs. La police a déterminé qu'ils devaient être revenus à un moment donné. L'enfant a été vu dans la voiture au contrôle de police. Ce n'était donc pas qu'ils l'avaient simplement laissé sur place. Mais aucun adulte n'a été aperçu sur les caméras de surveillance depuis leur départ, 8 heures du plus tôt. La police a finalement retrouvé le véhicule incendié dans la ville de Puerto Morelos. Les plaques d'immatriculation retirées et les numéros de série limés, l'ombre de ces numéros a confirmé que c'était la voiture de la famille. La famille de Tani a immédiatement soupçonné un acte criminel. Astudillo était connu pour être un individu dangereux, impliqué dans des affaires de drogue et d'escroquerie. Il avait déjà ressenti le besoin d'un garde du corps. La police pensait qu'Astudillo avait pu faire quelque chose à Tani, mais aussi qu'un ennemi d'Astudillo pouvait les avoir attaqués tous les deux. Les deux étaient signalés disparus par les autorités. Peu d'indices ont été révélés et Tani et Astudillo restent disparus.
Tani est décrite comme mesurant 1,65 m et pesant 65 kg. Elle avait les yeux bleus, les cheveux roux et un tatouage sur la jambe droite. Toute personne ayant des informations doit contacter les forces de l'ordre local. Numéro 5. En avril 2026, Shane Graham a quitté son lieu de travail et a disparu sans laisser de traces. Après sa disparition, quelques signalements ont eu lieu, sans jamais être confirmés. Shane avait 26 ans au moment de sa disparition et vivait seul dans un appartement dans le Lancashire, en Angleterre. Il travaillait comme paysagiste pour une entreprise de gazon artificiel, et rien ne semblait sortir de l'ordinaire dans sa vie. Il avait eu des problèmes de santé mentale, mais sa famille affirme qu'il allait bien lors de sa disparition. Il a été vu pour la dernière fois le 29 avril 2016. Ce matin-là, vers 10h40, il a envoyé un dernier message à son patron. Le contenu de ce message n'a jamais été rendu public, mais apparemment, il n'a suscité aucune inquiétude à ce moment-là. Shane devait passer la journée à travailler sur une propriété à Lytham St Anne's. La région située sur la côte attire de nombreux touristes pour sa plage et la proximité de Blackpool. Shane est bien arrivé à la propriété, mais il est parti plus tard. Il a été vu pour la dernière fois sur Eddington Road, vers la promenade côté terre. Cela l'aurait mené au lac Fairhaven, puis à la plage et à l'océan. Plusieurs jours ont passé avant qu'on remarque la disparition de Shane. Quand ils l'ont constaté, les enquêteurs ont visité son domicile sans rien trouver d'anormal. Son portefeuille était toujours dans l'appartement, avec 300 livres en espèces que Shane avait prévu d'utiliser pour payer le loyer. On ignore s'il est rentré chez lui après le travail ou s'il est juste parti en laissant tout. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, la famille de Shane a lancé plusieurs appels à témoins. Certains signalements ont laissé espérer qu'il soit encore en vie et ait refait sa vie. En 2017, quelqu'un pensait l'avoir aperçu dans un bar à Fleetwood, mais lorsque la famille l'a appris, les images de vidéosurveillance avaient déjà été supprimées. En décembre cette année-là, la famille de Shane a reçu des messages d'une personne disant l'avoir vu vivre dans la rue à Manchester. La police s'est déplacée mais n'a trouvé aucune trace de l'homme disparu. Ils ont réussi à retrouver l'informateur, mais ont découvert qu'il avait inventé toute l'histoire. Ce n'était rien d'autre qu'une cruelle supercherie. Shane est décrit comme un homme blanc, avec des cheveux châtains, clairs coupés courts et des yeux bleus. Il a été vu pour la dernière fois portant ses vêtements de travail. Un sweat à capuche noire et un pantalon de travail noir avec des genoux renforcés. Il a des liens avec Tamworth, Staffordshire. Toute personne ayant des informations peut contacter la police au 101 ou Crime Stoppers au 0 800 500 55 111. Numéro 4. Aux premières heures du 22 mars 2026, Brendawan Salazar a envoyé un message à un ami pour lui demander de venir la chercher. Quelques minutes après, l'ami est arrivé au rendez-vous, mais Brendawan restait introuvable. On n'a plus eu de nouvelles de lui depuis. Brendawan avait 21 ans au moment de sa disparition et vivait à Crescent City, en Californie. Il était un membre inscrit de la tribu Palikla du peuple Yurok et était très impliqué dans les traditions de sa tribu. Selon son cousin, le président de la tribu Palikla, il s'intéressait à la guérison traditionnelle et participait à des danses cérémonielles. Il vivait avec un colocataire à Crescent City, mais au moment de sa disparition, il était chez sa mère à Klamath depuis quelques jours. Le soir du 21 mars, il a décidé de sortir avec un groupe de personnes au bar-restaurant du Country Club. Le bar se trouve près de la rivière Klamath, qui est facilement accessible depuis un terrain de camping à proximité. Selon la police tribale Yurok, Brendawan a attiré l'attention de l'un des agents vers 2h du matin le 22 mars. Il avait bu et était en état d'ivresse. L'agent sur place a signalé que Brendawan commençait à devenir agressif et la situation arrivait au point où l'agent allait soit l'arrêter pour ivresse publique, soit le raccompagner chez lui. Avant que toute mesure puisse être prise, Brendawan a pris la fuite. Il a traversé en courant l'US 101 en direction de la rivière. Le policier l'a vu sauter une clôture, son sweatshirt s'est accroché et il l'a laissé, servant ensuite de preuve. À 2h20 du matin, Brendawan a décidé qu'il était temps de rentrer chez lui et il a envoyé un message à un ami pour lui demander de venir le chercher près d'une rampe de mise à l'eau sur la rivière. L'ami n'a pas mis longtemps à arriver, mais quand il est arrivé, il n'y avait plus personne. Le lendemain matin, Brendawan n'étant pas rentré, il a été déclaré disparu à la police. La California Highway Patrol a lancé une alerte fêteur au nom du bureau du shérif du comté de Del Norte. 2 lieux étaient connus lors de la recherche. La zone où Brendawan a sauté la clôture et la rampe de mise à l'eau indiquée à l'ami. Brendawan pouvait rencontrer des problèmes à tout moment sur cet itinéraire. Le rayon de recherche était vaste et compliqué par l'importante zone submergée.
Sa famille dit qu'il craignait l'eau et qu'il est peu probable qu'il y soit allé volontairement. La rivière était également rapide et dangereuse, même pour ceux qui n'étaient pas sous l'emprise de l'alcool. Des bateaux et des drones sous-marins équipés de sonars ont été utilisés lors des recherches, mais rien n'a été découvert. La famille a lancé un appel à témoins et une récompense de 10 000 $ est offerte par la tribu pour toute information permettant de retrouver Brendawan sain et sauf, ou toute information menant à sa localisation. Il mesure 1,70 m, pèse 66 kg, a les cheveux courts châtain foncé et un petit écart entre ses incisives supérieures. Vu pour la dernière fois en t-shirt blanc, jogging noir et chaussures Nike blanches. Il a des tatouages sur les avant-bras et près du poignet, dont un motif tribal traditionnel d'amitié. Toute personne ayant des informations peut contacter la police tribale Yurok au Sept 07 237 57 02. Numéro 3. Il y a un an, la mère de Jenna Korivinuk a reçu un message étrange de sa fille. Ce fut la dernière fois qu'on entendit parler d'elle, lançant un mystère jamais résolu. Jenna avait 38 ans au moment de sa disparition en juillet 2025. Sa dernière adresse connue se trouvait à Allendale Beach, en Californie, où une entreprise était également enregistrée à son nom. Mais au moment de sa disparition, Jenna n'y vivait plus. Elle avait entrepris un voyage en van seule à travers les États-Unis. On la voyait souvent tracter une petite caravane noire et grise derrière sa Jeep Grand Cherokee. Pendant sa vie nomade, Jenna gardait le contact avec ses proches sur les réseaux sociaux. Elle était très active sur des sites comme Facebook et TikTok, surtout sous son pseudonyme Angel Volnaya. C'est sous ce nom qu'elle a publié son livre sur le spiritualisme New Age, la réincarnation et la fin du monde. Le thème de l'apocalypse et de la fin du monde figurait dans ses publications peu avant sa disparition. La veille de son dernier message à sa mère, elle a publié une vidéo où elle lisait la Bible. Sa publication disait « Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Le châtiment arrive, l'enlèvement arrive, il est déjà sur terre, il ne reste que quelques années. Je suis un prophète. » Une autre vidéo l'a montrée dans une église avec apparemment des provisions d'urgence, dont un masque à gaz. Le message disait qu'elle avait tout quitté et qu'il ne resterait que 3 ans avant le retour de l'Antéchrist. Les publications sur les réseaux sociaux seraient inquiétantes, même sans son dernier message à sa mère le lendemain. Le 5 juillet 2025, Jenna a envoyé un message à sa mère qui comprenait une photo d'une lettre et des coordonnées GPS. Le contenu précis de la lettre n'a jamais été publié, mais selon le Système national des personnes disparues et non identifiées, elle donnait à sa mère des instructions sur ses biens personnels. C'est peut-être de cela que Jenna parlait dans ses publications sur les réseaux sociaux lorsqu'elle évoquait le fait de tout laisser derrière elle. Les coordonnées GPS menaient à un endroit à Potrero, en Californie. Quelques jours après le dernier message de Jenna, sa Jeep et sa caravane ont été retrouvées abandonnées près des coordonnées. Potrero est une localité du comté de San Diego composée de moins de 650 habitants. C'est à quelques kilomètres de la frontière mexicaine. Gana a été déclarée disparue peu après par ses proches qui ont perdu contact avec elle. Il a fallu plusieurs mois avant que la disparition attire l'attention des médias, malgré les efforts des forces de l'ordre pour sensibiliser le public. À l'époque, il était impossible de savoir si Gana avait disparu volontairement ou suite à un acte criminel. La police n'excluait pas qu'elle ait franchi la frontière mexicaine et a diffusé des appels à témoins en espagnol. Depuis la médiatisation initiale, aucune mise à jour n'a été donnée sur l'affaire, mais la disparition de Gana reste inscrite sur Namus. Elle a été décrite comme mesurant 1,65 m et pesant environ 45 kg. Elle avait les cheveux blonds au moment de sa disparition, mais les autorités ont indiqué qu'elle pourrait porter une perruque. Elle a plusieurs tatouages sur les bras et les mains, et toute personne ayant des informations sur cette affaire peut contacter le bureau du shérif du comté de San Diego au 858 868 3200. Numéro 2. Sally Grace Contarino arrivait à la fin de ses vacances, voyageant à travers les États-Unis lorsqu'elle a envoyé un SMS à des amis le 19 juin 2026. Ce fut le dernier contact de ses proches avec elle. Sally était une touriste australienne arrivée aux États-Unis le mois précédent. Elle voyageait à travers la Californie et le Nevada et se trouvait à Las Vegas au moment de sa disparition. Elle était déjà venue dans la région et ses amis la considéraient comme une voyageuse expérimentée. La femme de 26 ans séjournait au Bungalows Hostel, une auberge locale que des habitants jugent terrible et déconseillée aux femmes seules. Au cours des premiers jours de son séjour, Sally ne semblait rencontrer aucun problème. Elle profitait de son voyage et restait en contact régulier avec ses amis et sa famille en Australie.
Le 19 juin, elle a envoyé un message disant « Je m'apprête à gravir une montagne isolée, puis je rentre à la maison. Je prends l'avion demain. » Ce message a été le principal indice dont disposèrent ses amis lorsque Sally a soudainement cessé de les contacter. Après que Sally a été signalée disparue, la police a pu reconstituer davantage ce qui s'était passé juste avant sa disparition. Le soir du 19 juin, elle a passé quelques heures dans un bar-grill Timbers. Elle était de bonne humeur et aucun membre du personnel n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal. Elle est rentrée à pied à l'auberge et y a dormi. Le lendemain matin, Sally a quitté l'auberge en demandant d'y laisser ses bagages. Elle comptait revenir plus tard récupérer ses bagages. D'après la police, Sally a pris son petit déjeuner dans un café voisin avant de prendre un bus pour le mont Charleston. La police suppose qu'elle a quitté le bus pour entrer dans le parc national, bien qu'aucune confirmation n'existe pour l'instant. Sally aimait la randonnée et n'en était pas à sa première visite dans la région. D'après cela et son dernier message à ses amis, il est logique que ce soit là qu'elle ait voulu passer ses derniers jours à Las Vegas. Sally avait un billet de bus Greyhound pour Los Angeles, où elle devait prendre un vol pour rentrer chez elle le 21 juin, mais le billet n'a jamais été scanné. Et Sally ne semble jamais être arrivée à l'aéroport. Après le lancement des recherches pour Sally, des chiens renifleurs ont été utilisés pour tenter de remonter sa piste. Une piste a été trouvée partant de la zone du marché jusqu'à la périphérie de la ville. L'endroit où la piste s'est arrêtée n'a pas été rendu public. L'affaire de Sally a beaucoup attiré l'attention à Las Vegas, surtout après qu'une vidéo d'elle, filmée quelques jours avant sa disparition, soit devenue virale. D'après un groupe local sur les réseaux sociaux, certains ont utilisé des drones pour tenter de retrouver la femme disparue. Les montagnes où Sally serait allée sont dangereuses, même pour les randonneurs chevronnés. Il est possible qu'elle se soit perdue ou qu'elle ait glissé et soit tombée dans le terrain accidenté et qu'elle attende d'être retrouvée. Sally mesure 1,65 m et pèse 59 kg. Elle a les cheveux et les yeux bruns et a été vue pour la dernière fois avec un sweat gris ou bleu, un short en jean, des chaussures noires et blanches et un sac. Toute personne ayant des informations peut contacter le département de police de Las Vegas à l'adresse missingpersons@lvmpd.com. Numéro 1. Irene Gakwa a disparu dans des circonstances suspectes en février 2022. Plus de 4 ans après, famille et amis cherchent encore des réponses sur ce qui lui est arrivé. 3 ans avant sa disparition, Irene a quitté son domicile au Kenya pour se rendre aux États-Unis et tenter d'améliorer sa carrière. Ses 2 frères étaient déjà partis et Irene prévoyait d'étudier les soins infirmiers. Au début, elle est restée près de ses frères à Boise, dans l'Idaho, mais à l'été 2021, elle a décidé de s'installer plus loin. Sa famille savait seulement qu'Irene partait en Arizona chercher un endroit plus chaud où vivre. Elle restait en contact avec sa famille dans l'Idaho et au Kenya, appelant ses parents tous les jours. La dernière conversation vidéo entre Irene et sa famille a eu lieu le 24 février 2022. Elle a parlé à son père qui l'a trouvée fatiguée et réservée. Son père lui a dit de boire du lait chaud et de se détendre. Lorsque l'appel s'est terminé, il s'attendait à avoir bientôt de nouveau de ses nouvelles. La famille d'Irene n'a reçu du téléphone d'Irene que des messages textes en dehors de cela. Irene a refusé les appels vocaux et vidéos, expliquant que son téléphone était tombé dans l'eau et que le micro ne marchait plus. Son père a reçu son dernier message texte le 9 mars. Elle a dit qu'elle aurait un nouveau numéro et lui enverrait un message depuis ce numéro, mais ce message n'est jamais arrivé. Après le brusque silence d'Irene, sa famille l'a déclarée disparue. C'est alors qu'ils ont découvert qu'elle n'était pas en Arizona. Elle vivait à Gillette, dans le Wyoming, avec son petit ami au moment de sa disparition. Elle avait rencontré Nathan Heitman sur Craigslist avant de quitter l'Idaho. Les frères d'Irene, après avoir rencontré Nathan, ont eu un mauvais pressentiment sur lui. Ils pensaient que le couple s'était séparé et ignoraient qu'elle vivait encore avec lui. Selon Heitman, Irene était rentrée chez elle le soir du 4 mars et lui avait dit qu'elle voulait partir. Elle avait mis ses affaires dans 2 sacs plastiques et était partie dans un SUV sombre. Pour une raison inconnue, elle avait laissé des documents importants comme son passeport. La police a vite découvert que Heitman avait utilisé le compte bancaire et la carte de crédit d'Irene, lui volant des milliers de dollars. Il a dit avoir pris l'argent pour obliger Irene à lui parler quand elle manquerait d'argent. En analysant l'empreinte numérique d'Irene, la police a découvert que son compte e-mail avait été supprimé depuis une adresse IP correspondant à celle de Heitman. Son téléphone avait été utilisé à quelques mètres de chez lui, quelques jours après son départ supposé. Malgré leurs soupçons, il n'a pas été possible d'inculper Heitman pour des crimes liés à sa disparition. Il a été inculpé de crimes financiers et condamné à 3 à 6 ans de prison.
La police soupçonne qu'Irene ait pu être emmenée dans une zone rurale à bord d'une Subaru Crosstrek, argentée ou grise, et demande à toute personne ayant vu ce véhicule s'introduire sur une propriété privée de se manifester. Ils recherchent également des informations concernant un fût de 55 gallons servant à brûler des déchets que Heitman aurait apportés. Irene est décrite comme mesurant 1,55 m et pesant 40 kg au moment de sa disparition. Elle avait les cheveux noirs et les yeux marrons. Toute personne ayant des informations peut contacter le département de police de Gillette au 30 76825 155 ou la division des enquêtes criminelles du Wyoming au 30 777 181. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.